Instant, le ministre Retailleau annonce ce matin l'expulsion de l'un des fils d'Osama Ben Laden. Ben Laden, je le rappelle, pour les plus jeunes, Ben Laden, c'est évidemment les attentats du World Trade Center, Al-Qaïda, le début des années 2000, 2001 en l'occurrence, le 11 septembre. On va y revenir. Je vous lis juste le tweet de Bruno Retailleau. Je prononce ce jour une interdiction administrative du territoire à l'encontre de M. Omar Bin Laden, fils aîné du terroriste international Oussama Ben Laden. M. Bin Laden, installé dans l'Orne depuis plusieurs années en tant que conjoint de ressortissante britannique, a accueilli sur ses réseaux sociaux en 2023 des propos relevant de l'apologie du terrorisme. Avec les éclaireurs et avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour. On va revenir sur le profil tout simplement d'Omar Bin Laden. Exactement. Alors Omar Ben Laden, il a 43 ans, il est né en 1981 en Arabie Saoudite. Voici son portrait. Et c'est donc le fils, vous le disiez, le quatrième enfant précisément d'Oussama Ben Laden, son père, donc ancien chef d'Al-Qaïda, vous le disiez, artisan de cet attentat du 11 septembre 2001 à New York. Ils ont pris des distances dans les années 2000. Son fils Omar dit qu'il a été élevé dans un climat évidemment de violence, qu'il a donc quitté son père en 2000, donc un an avant les attentats, mais que malgré tout cela, sa relation reste complexe. Je vous propose d'écouter cette interview, ce passage très court qu'il accordait à nos confrères de Reuters. C'était en mai 2011, lors de l'exécution de son père. C'est mon père et je l'aime comme n'importe quel fils aime son père. Quoi d'autre ? Voilà, une relation complexe entre les deux. Omar Ben Laden, il a vécu donc en Arabie Saoudite, il a ensuite vécu en Égypte, dans de nombreux pays du Golfe, et puis ensuite il s'est installé en France en 2016. Il y est resté jusqu'en 2023, donc à un moment de son OQTF et de son expulsion, ici dans l'Orne, en Normandie, dans la nature, dans cette vie paisible qu'il appelait de ses voeux. Et ça aussi, il en parlait à nos confrères de Reuters. Écoutez. Je prévois d'être un ambassadeur de la paix. Je pense simplement que je peux aider et apporter ma contribution pour essayer d'aider les gens et les civils. Mais pourtant, donc en mai 2021, il publie ce tweet sur son compte Twitter, depuis suspendu. L'histoire n'est écrite qu'avec le sang de ces personnes. Pour raconter l'histoire de ces martyrs qui ont marqué l'histoire, construit des nations et apporté la gloire. La suite de ce tweet qui était donc publié en honneur à son père, en hommage 10 ans après sa mort. Leur sang est la bouée de sauvetage de notre foi jusqu'au jour du jugement dernier. Repose en paix, donc adresse-t-il à son père. Un message qui a donc valu une mise en examen en 2021, suivi ensuite donc pour apologie du terrorisme, suivi ensuite d'une remise en liberté dans le cours de cette procédure, puis d'une expulsion. Il n'y a pas de communauté et le président doit protéger tous les Français parce qu'ils sont Français et non pas une communauté en particulier. Voilà, il doit protéger tous les Français. Et donc, il ne doit pas être l'otage. Les Juifs sont les premiers victimes de racisme en France. Attends, j'adore la phrase. Vas-y. Il ne doit pas être l'otage d'une quelconque communauté, puisque c'est ce que vient de dire. Bien sûr. Non, j'ai dit que... Non, mais t'as dit il doit protéger la communauté juive. Il doit protéger tous les Français. Parce qu'elle est pas, bien sûr. Bien sûr, ça va de soi, mais c'est celle qui est la plus touchée par des actes de racisme aujourd'hui. C'est la communauté juive, alors qu'elle ne représente très peu. Il y a très bien moins de 1% de la population, plus de ça, je suis tout à fait d'accord. Pratiquement 50% des actes racistes en France. Mais je t'invite surtout à venir voir ce que c'est une synagogue le jour de fête, un Shabbat. Et je t'invite à regarder, excuse-moi, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour tous nos compatriotes musulmans. Et je ne pense pas que leurs mosquées soient devenues des bunkers. Les églises non plus, même si de plus en plus d'églises sont attaquées, incendiées, etc. On met ça sur le dos des satanistes, parce qu'à mon avis, ils ont bon dos, les satanistes. Mais je t'invite à regarder ce que c'est une école juive aujourd'hui. C'est des bunkers, les synagogues, des bunkers. Et ça date pas de cette année, ça fait 20 ans. Mais bon, t'as raison, il ne faut pas être l'otage d'une communauté. Parce que là, quand même, les huées ont pour but de prendre en otage la politique étrangère de la France sur le dossier du Proche-Orient. C'est ça le but des huées. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, tu vois, c'est comme en physique. En physique, tu as la physique quantique où une particule peut être à deux endroits différents en même temps. Emmanuel Macron, c'est le président quantique, puisque d'un côté, il est ce qui donne une politique totalement contradictoire et illisible. Je rappelle qu'au lendemain du 7 octobre, il avait dit qu'il fallait faire une grande coalition internationale avec la France. C'était déjà une erreur diplomatique. Le Hamas, ce qui était une erreur diplomatique. Et là, quand même. Il fait un virage à 180 degrés en annonçant symboliquement qu'on ne va plus livrer d'armes, des armes qu'en fait
qu'on ne livre pas, puisque ça se fait globalement avec des bombes américaines, donc qu'on ne va plus livrer des armes qu'on ne livre pas, et donc avec cette politique complètement illisible et contradictoire, où un jour il est très pro-palestinien à l'ONU ou sur la question symbolique des livraisons d'armes, et un autre jour il est très pro-israélien, du coup il se rend doublement impopulaire. Regarde, les militants pro-palestiniens, ils huent Macron, et les pro-israéliens, comme on l'a vu hier aussi, ils huent Macron. Donc avec sa politique illisible, il est perdant-perdant. Barbara. J'étais au rassemblement dimanche. Alors hier, le rassemblement était plus institutionnel. CRIF, ministre et compagnie. Il y avait du beau monde. Voilà, et c'était intéressant parce que justement, c'était aussi ouvert au public. Et donc, je pense que ça aurait été juste avec les institutionnels, on aurait eu les clapotis-clapotas, je t'applaudis, le petit ministre. Et c'était bien qu'il y ait le public qui soit là parce que c'est le public qui a hué. Et dimanche, je peux vous dire que dimanche, le rassemblement, qui n'était pas un rassemblement institutionnel, il a été très hué puisque à un moment, Franck Tapiro a évoqué le président de la République, mais sans parler des propos du président. Et la foule, il y avait plus de 15 000 personnes, place Fontenoy, a hurlé « Macron trahison ». Maintenant, je vais te dire que le pouvoir soit otage de la communauté juive, je suis assez... estomaqué de t'entendre dire ça. J'ai jamais dit ça. Non, mais c'est ce que tu sous-entends. Non, moi je vais te dire. Moi je ne sous-entends rien. Je pense que M. Macron, il est plus otage de ses amitiés avec le Qatar et des investissements du Qatar. Parce que quand on a 2 otages français retenus par les barbares du Hamas qui torturent, qui violent. Ah mais ça on est totalement d'accord. Et qu'on reçoit, et qu'on vend d'ailleurs 11 milliards d'euros d'armes au Qatar, je pense qu'on a quelques leviers avec les amis qataris, qui sont les amis du Hamas, qui sont les amis des talibans, qui sont les amis des islamo-fascistes et qui sont eux-mêmes des islamo-fascistes. Et qu'on reçoit l'imam, pas l'imam, le machin là, le président du Qatar, là, le premier ministre du Qatar, qui vient, monsieur, et qu'on te lui déroule le tapis rouge, et que je t'embrasse, et mon ami. Là, en ce moment. Mais là, par contre, la pression de la France, et alors que M. Macron, quand il reçoit les familles d'otages, vous inquiétez pas, vas-y que je te fais des bisous, on fait mettre à Madame Macron le pins des otages, et puis 5 minutes après, on est incapable d'aller faire pression sur le Qatar pour libérer nos 2 otages. Mais on est d'accord. Tout comme on rencontre le président iranien, un embargo sur les armes on pour fait des câlins à l'ambassadeur d'Iran à l'ONU, mais on est incapable d'aller faire libérer nos otages français en Iran. Oui. Donc excuse-moi, M. Macron mérite d'être hué, pas seulement par les Français juifs, il mérite d'être hué à chaque fois qu'il se présente, parce que c'est une honte pour la France ce que fait ce président de la République qui ne sait ni protéger les Français, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées, qu'ils soient ce que tu veux. Les chiffres de l'insécurité, c'est comme ça. Les chiffres de l'antisémitisme, c'est comme ça. On est d'accord. Donc ce monsieur mérite d'être hué à chaque fois qu'il sera sorti désormais. Et par la communauté juive. Marine Le Pen vient de sauver Emmanuel Macron de la destitution ce matin en conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Que s'est-il passé? Eh bien, notre motion de destitution, qui était passée la semaine dernière en commission des lois de l'Assemblée nationale, arrivait aujourd'hui en conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour être ensuite portée à l'ordre du jour de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Or, l'ensemble des groupes du nouveau Front populaire ont voté favorablement à la mise à l'ordre du jour de cette motion de destitution dans l'hémicycle, permettant ainsi à chaque député de se positionner sur la motion de destitution du président de la République. L'ensemble des groupes du président de la République ainsi que des Républicains, c'est-à-dire les groupes qui sont favorables à M. Barnier, ont voté contre cette motion de destitution. Et Mme Le Pen a choisi de s'abstenir en sachant pertinemment que son abstention permettrait à la Macronie de se protéger contre la motion de destitution, permettrait d'empêcher la mise à l'ordre du jour de cette motion de destitution dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors, Madame Le Pen se comporte de plus en plus comme le paillasson d'Emmanuel Macron, puisque d'ores et déjà, elle a empêché cette motion de destitution d'arriver en hémicycle, que la semaine dernière, ses députés ont voté contre la motion de destitution, ils ne se sont pas abstenus, ils ont voté contre la motion de destitution que nous avions présentée, et qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, eh bien, Madame Le Pen va probablement s'abstenir sur la censure du gouvernement Barnier, c'est-à-dire protéger M. Barnier et lui permettre de gouverner, de continuer à faire la politique d'Emmanuel Macron, contre laquelle les Français ont voté pourtant dans les dernières élections. Faites savoir que Madame Le Pen est désormais le paillasson et la protection d'Emmanuel Macron. Ce ne sont pas des juifs, je dis, ce sont des judaïstes. Nous sommes des juifs. Nous qui sommes les continuations d'une vision d'un judaïsme humaniste, d'un judaïsme qui se considère dans lequel être en exil, être en diaspora n'est pas
une situation pas normale, mais c'est notre normalité. Être toujours des côtés des opprimés et des luttes pour la justice, ça c'est notre judaïsme. Eyal Sivan est un fervent défenseur de la cause palestinienne, à laquelle il a consacré une très grande partie de sa vie. Réalisateur, essayiste et enseignant, il a réalisé une quinzaine de documentaires, dont Route 181, Iskor, les esclaves de la mémoire ou encore Jaffa, la mécanique de l'orange. Le rideau se lève, l'auditoire se tait. L'épopée des Jaffa va vous être contée. À travers ses œuvres cinématographiques et ses ouvrages, Eyal Sivan aborde la colonisation des territoires palestiniens et l'instrumentalisation de la mémoire en Israël pour justifier l'injustifiable, la mort de plus de 42 000 Palestiniens depuis le 7 octobre. Israël n'est pas différente au niveau de l'utilisation de la mémoire d'autres pays. Sauf que le problème avec Israël, c'est que la majorité des États du monde, occidental bien sûr, mais certains aussi des pays du Sud, acceptent Israël en étant l'héritier de la mémoire juive. Et ça, c'est un abus double. C'est à la fois une profanation de cette mémoire, mais aussi c'est un abus parce que c'est l'abus d'une mémoire de persécution pour pouvoir justifier la persécution des autres, à savoir avant tout les Palestiniens. Pendant de nombreuses années, Eyal Sivan a été la cible de campagnes de dénigrement et d'intimidation en raison de ses prises de position antisionistes. En 2003, le philosophe polémiste Alain Finkielkraut l'avait même accusé d'être l'un des acteurs de l'antisémitisme juif. À force de considérer que tout est de l'antisémitisme, tout critique d'Israël, les critiques de la colonisation, que quand on dit une chose qui ne les convient pas, qu'on prend une position, quand tout est de l'antisémitisme, ils sont eux-mêmes en train de bafouer, de profaner et de réduire à néant l'idée même de l'antisémitisme. Je suis antisioniste et je revendique mon antisionisme. L'antisionisme est une prise de position politique. L'antisémitisme est une vision raciste de choses. Eh bien, venir et transformer une position politique dans une version raciste n'a qu'un but, c'est délégitimer la personne qui en parle. C'est ça les buts, c'est-à-dire c'est nous mettre, m'accuser de l'antisémitisme, c'est me mettre de côté de raciste et donc essayer de délégitimer. Eyal Sivan est par ailleurs partisan de la solution à un État, celle de deux États est selon lui bien trop illusoire. La solution de deux États ne répond pas aux grands problèmes de ces conflits. La solution de deux États ne répond pas à la question de retour de réfugiés palestiniens. Ils vont retourner où? Ou ils auront les droits de retour où? À l'État palestinien? Et s'ils sont originaires de Haïfa? Et s'ils sont originaires de Bir Sab'a au sud? Et s'ils sont originaires de Jaffa? Pourquoi ils n'auront pas les droits de retourner? Une chose que les deux États ne répondent pas, c'est la question des réfugiés. La deuxième, c'est la question des ressources naturelles. On ne coupe pas les ressources naturelles au milieu. Tout. Forcément, il faudra qu'il y aura deux États. Et la troisième chose que les deux États ne répondent pas, les deux États n'abolissent pas les régimes sionistes, n'abolissent pas l'État ethnique, militaire ou religieux qui est l'État d'Israël. C'est-à-dire, les deux États, c'est en réalité une façon de dire oui, si vous voulez, continuer à être un État raciste, continuer à être un État d'apartheid, continuer à pouvoir opprimer et discriminer votre majorité de 20% de la population qui sont les Palestiniens citoyens de l'État d'Israël. Personne ne réussit à faire, ni la France ni les États-Unis. Juste, malgré tout, ce qui a pu aussi interpeller quant aux propos du président de la République, c'est le timing. Le fait, 2 jours avant les 1 an des massacres terroristes du Hamas, de prendre la parole, en l'espèce à la radio, pour dire il faut arrêter d'envoyer des armes. Est-ce qu'au fond, ça ne traduit pas une forme d'incompréhension générale entre la diplomatie française, le président de la République
et Israël. Dire cela à 2 jours des 1 an du 7 octobre. Non, d'abord, il n'y a pas de bon moment pour dire ce qu'il faut dire. Ça traduit une forme d'exaspération que je comprends parfaitement. Et peut-être que justement, à la veille des commémorations, il faut dire maintenant, cela fait 1 an que ça dure, il est temps d'arrêter. Et en fait, ce qui se passe à Gaza est un scandale politique absolu. Vous savez, on est toujours là. Forcément, le Hamas est toujours là. Oui. Et on est en train de perdre cette guerre pour la bonne raison qu'aucun des buts de guerre qui ont été fixés n'a été atteint. Aucun. Et donc, il est amplement temps d'arrêter les frais, ne serait-ce que pour libérer ces malheureux otages et aussi pour porter l'effort là où il faut vraiment le porter maintenant. Et c'est le Nord, c'est le Hezbollah.